Bien, mes chers collègues, nous arrivons au terme des débats qui ont eu lieu sur la présentation du budget prédictif de l'année 2012. Après avoir voté au début de nos travaux les recettes, nous avons évoqué tous les choix que l'exécutif proposait à votre réflexion, à nos échanges, nos confrontations, voire nos propositions. Et ce matin, il nous revient collectivement d'en voter l'équilibre, recettes-dépenses, et d'avoir un vote final de ce budget de l'année 2012. C'est en quelques minutes que nous allons vivre ce matin le condensé d'un travail de longue haleine. Le budget, lorsque nous l'avons abordé la première fois pour l'exécutif, qui le prépare au nom de l'Assemblée départementale, c'est avant l'été. Puis nous nous retrouvons très rapidement en exécutif de rentrée dès le début septembre, et ainsi les réunions s'enchaînent, décisions modificatives jusqu'au DOB, des réunions de groupe. Nous nous retrouvons fréquemment, régulièrement, pour arriver plusieurs mois après, et de nombreuses semaines, à cet acte politique majeur de toute collectivité, assemblée communale, départementale, régionale, l'État lui-même, qui dans sa loi de finances, qui est votée bien avant toutes les collectivités territoriales, fait le même exercice. Et il restera peu de temps avant de préparer déjà le budget de l'année 2013. C'est pour cela que lorsque nous préparons, présentons, votons un budget, nous avons toujours en arrière-plan les budgets suivants. Le budget, c'est un moment T. Il va être appliqué par notre administration sous l'autorité de Véronique Robitaille, sa directrice générale, et de toute son équipe tout au long de l'année, car il y a la permanence quotidienne du service public départemental, mais en même temps, le souci permanent qui est le nôtre de l'adaptation au gré des événements que nous ne pouvons pas prévoir aujourd'hui dans des mondes incertains que j'ai appelés la nouvelle donne, ainsi le contexte créé, et à travers nos décisions modificatives, 2, 3, 4, difficile de savoir aujourd'hui, donc adaptation nécessaire, mais aussi anticipation permanente pour le futur proche. Et le futur proche, c'est ce grand moment de la vie démocratique que nous allons connaître pendant tout ce printemps, tout ce qui suivra après, là aussi, et on sait que si l'État n'est pas loin, l'Europe l'est tout autant de nos travaux et de l'action qui est la nôtre. Cette année, il y avait un changement, dès maintenant. C'est ce budget de l'année 2012 avec la volonté d'un nouveau département. Alain Cadec a dit « vous faites du neuf avec du vieux », mais pour celles et ceux, et vous allez nous le redire tout à l'heure, c'est une antienne qui commence. Mais pour autant, je suis persuadé et totalement convaincu, encore plus que jamais après cette semaine passée, que nous sommes véritablement dans la construction du département du XXIe siècle, c'est-à-dire de notre collectivité, aujourd'hui, autour de la recherche et de l'affirmation de l'intérêt départemental que nous avons toujours eu, mais encore plus fortement aujourd'hui qu'hier, compte tenu de cette crise qui n'en finit pas et qui est aussi plus qu'une crise conjoncturelle, incontestablement une crise structurelle qui est en train de modifier nos repères, tant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle européenne. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Moins de rapports, ce n'est pas le plaisir d'avoir moins de rapports. D'ailleurs, vous avez vu, moins de rapports, moins de délibérations, toujours autant d'échanges. C'est réussi. Convenons-en, c'est qu'il y a eu véritablement des débats, surtout pour celles et ceux qui ont été très présents pendant toute cette réunion consacrée au budget de cette semaine. Les échanges ont été nourris, nombreux. Moi, j'observe qu'il n'y a pas eu trop
d'envoler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je crois que c'est resté parfois, mais vous n'allez pas me faire le reproche de quelqu'un qui ne soit pas profondément attaché à la démocratie et aux libertés. Hein, bon, peut-être qu'on pourrait raccourcir, mais à chacun d'assumer ses responsabilités, Mme Tillon, sur le sujet. Mais vous n'êtes pas répréhensible, même si quelquefois on a senti la passion dans vos propos et chez d'autres. Mais ça, c'est une bonne chose pour la vivacité aussi, le dynamisme de notre Assemblée. Donc voilà, c'est aujourd'hui donc la partie conclusive de nos travaux, mais je voulais rappeler combien c'est l'achèvement, là aussi, d'un long travail, et j'aurai l'opportunité dans ma conclusion tout à l'heure d'y revenir très sûrement. Alors, le vice-président en charge des finances de notre département, Christian Coye, va lui procéder à la présentation des équilibres maintenant, parce que vous étiez là pour les recettes, vous êtes là maintenant à la fin pour les dépenses, et puis tout ça doit s'équilibrer, puisque la règle d'or dont on parle tant s'applique aux collectivités depuis très longtemps désormais. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans cette phase d'équilibre du budget départemental. Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vais donc vous présenter l'équilibre de ce budget. Donc, si il est possible d'afficher la délibération, ce serait bien. Donc, après avoir voté donc les recettes du budget primitif lundi dernier et une augmentation du taux du foncier bâti à 2,5%, nous allons aujourd'hui procéder donc au vote des dépenses et à l'équilibre de ce budget. Alors, tout au long de la semaine, comme l'a rappelé le Président, beaucoup de débats ont lieu. L'opposition nous avait annoncé qu'à budget constant, il demanderait, il proposerait des amendements. Et donc, j'ai tiré quelques enseignements de cette semaine de manière synthétique et je vais maintenant vous les exposer. J'ai donc pu observer que par rapport aux 30 délibérations proposées, 11 d'entre elles avaient fait l'objet d'un vote séparé de la part de l'opposition départementale. Et dans ces 11 délibérations, j'ai observé aussi que l'opposition départementale n'avait pas voté les 266 000 de crédit à Armor TV, ce qui ne l'a pas empêché, quelques instants plus tard, en tout cas pour certains membres de l'opposition, d'aller participer à l'émission en direct de l'Assemblée. À chacun sa logique. J'ai pu également observer... Monsieur Cadec. J'ai pu également observer que l'ensemble... Vous allez répondre. J'ai pu également observer que l'ensemble de ces votes séparés représentait une somme... Monsieur Cadec, vous allez vous exprimer tout à l'heure. Voilà, bien sûr, mais pas d'énervement. Regardez, votre président est de bonne humeur. J'ai pu observer également que ces votes séparés représentaient une somme de 4,2 millions d'euros et représentaient 0,73% du budget primitif. Et évidemment, je ne prends pas dans ce pourcentage-là les opérations d'ordre. Troisième observation, les amendements proposés. Donc les amendements proposés, ils sont au nombre de 5, ils représentent une somme de 940 000 euros, soit 0,16% du budget. Par conséquent, par rapport aux 2,5 millions que nous proposions sur l'augmentation de la fiscalité, une partie de cette augmentation aurait pu être votée par l'opposition départementale. Et tout compte fait, je m'aperçois que, globalement, les amendements proposés, au regard du budget, font que, globalement, ce budget proposé est accepté par, globalement, l'ensemble de l'Assemblée départementale. Et on aurait donc pu imaginer qu'un vote unanime ait lieu sur ce budget. Mais voilà, nous sommes en année électorale et je sais très bien que l'opposition ne votera pas ce budget car je ne suis pas naïf. Néanmoins, si je suis le pronostic fait par Gérard Bertrand avant-hier,
il est possible que l'opposition départementale ait l'année prochaine l'opportunité de critiquer les choix gouvernementaux qui seront faits. Mais nous n'en sommes pas là, et je peux donc dire que malgré la volatilité des recettes liées à la réforme fiscale, qui fait que la CVAE, qui a remplacé la taxe professionnelle, les DMTO et le complément de taxe sur les contrats d'assurance sont dépendants de la conjoncture économique. Malgré le fait que les compensations de transfert évoluent à un rythme 2 fois moins élevé que les dépenses d'action sociale, ce qui nous oblige à trouver entre 15 et 17 millions d'euros chaque année, malgré ces contraintes, nous présentons un budget 2012 avec un haut niveau d'investissement. Et, quoi qu'en dise Alain Cadec, au nom de l'opposition départementale, qui, dans le dernier magazine Côte d'Armor, trouve notre budget indigeste, je voudrais dire que je le comprends, car les arguments qu'il utilise commencent à avoir un sérieux goût de rance. Prendre l'année 2008, qui a été une année exceptionnelle en termes d'investissement, avec 141 millions d'euros, pour justifier que notre niveau d'investissement baisse, cela, d'une part, commence à dater, mais d'autre part, il est important de rappeler ici que la moyenne d'investissement depuis 10 ans se situe à plus de 90 millions d'euros. Et c'est le cas cette année encore, puisque dès le budget primitif, nous proposons d'inscrire 87 millions d'euros au budget, sans compter, bien entendu, les décisions modificatives à venir. Dire ensuite que l'endettement entre 2005 et 2010 s'est accru de 174 millions d'euros, alors que pour la seule année 2008, l'emprunt a été de 68 millions d'euros, c'est oublier que si notre endettement s'est en effet alourdi, il n'en demeure pas moins qu'en 2011, nous l'avons diminué de 23 millions d'euros pour le ramener de 302 millions d'euros à 279 millions d'euros. Les faits sont là, ils sont têtus, mais ils sont là. Je ne voudrais pas non plus passer sous silence les importants efforts de gestion réalisés au cours de ces 3 dernières années, qui ont conduit, par exemple, à faire que pour la 3e année consécutive, les dépenses de personnel n'évoluent pas. Tous ces efforts, conjugués aux actions de la Direction des Finances, que je remercie au passage, pour gérer au mieux la dette et la trésorerie, gestion de trésorerie qui, de reste, a été soulignée par le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, tous ces efforts contribuent en effet à améliorer significativement nos indicateurs financiers. Ainsi, et si on pouvait voir la partie de la délibération qui le concerne, ce serait bien en même temps. C'est ensuite. Voilà. Non, c'était juste avant. Merci. Ainsi, notre épargne brute passe de 47,5 millions en 2010 à 58,8 millions au budget primitif 2012. L'annuité de la dette, l'épargne nette d'abord, passe de 23 à 35,5 millions d'euros et l'encours de la dette passe, quant à elle, c'est pas l'encours de la dette, si, l'encours de la dette passe de 302 millions d'euros à 279 millions d'euros, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, mais c'est surtout notre solvabilité, c'est-à-dire notre capacité de désendettement, qui, elle, passe de 6 années 4 à 4 années 8, nous situant désormais au niveau de la moyenne nationale. En tablant sur une réforme de la dépendance qui ferait évoluer à la baisse notre contribution nette aux dépenses d'action sociale, en étant prudent dans la gestion de ces dépenses compte tenu de la volatilité de nos ressources liées au DMTO, à la TSCA et à la CVAE, face à un retournement possible de conjoncture, nous pouvons préserver, j'en suis convaincu, notre capacité à pouvoir investir demain en faisant face à nos obligations d'aujourd'hui. Après avoir enfin souligné notre contribution à l'emploi de ce département, comme cela a été fait au cours de la semaine, notre budget
s'affiche en hausse de 2,5%, et il nous est donc proposé de voter le budget équilibré à un montant de crédit de paiement. Alors, si on peut revenir sur la diapo d'avant. Voilà. Il nous est donc proposé de voter un budget équilibré à un montant de 588 millions d'euros, dont 477,6 millions en fonctionnement et 110,4 millions en section d'investissement, et 656 480 000 euros en y intégrant les opérations d'ordre. Il vous est également proposé de voter enfin les budgets annexes dont vous allez voir le détail s'afficher. Après, c'est là. Oui, voilà. C'est le cas donc du LDA pour 12 467 500 euros, hors opération d'ordre. Hein. Pour le centre technique départemental, 9 306 460 euros. Pour la carrière de Châtelain, 1 276 000 euros. Pour le centre départemental de l'enfance et de la famille, 6 620 774 euros. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire donc, dans le commentaire qui accompagne cette délibération. Bien, merci. Alors nous allons écouter les groupes s'exprimer par l'intermédiaire d'Alain Cadec pour le groupe CDR, puis ensuite nous écouterons Isabelle Nicolas pour le groupe de la Gauche Unie. Monsieur Cadec. Monsieur le Président, merci. D'abord, vous me permettrez de répondre au début des propos de mon collègue Coy. Pardonnez-moi de m'être un petit peu énervé, mais si je comprends bien, Monsieur Coy, le fait de considérer que la subvention à Armor TV est trop élevée devrait nous interdire de répondre favorablement à la demande d'interview de sa journaliste, Laure, ici présente. Depuis plusieurs mois, nous avions choisi de ne pas répondre, en effet, aux demandes d'Armor TV. Oui, parce qu'en cohérent, justement, un petit peu avec notre vision des subventionnements. En signe de respect pour leur travail et d'apaisement, nous avions cette fois décidé d'y répondre. Après les propos que j'ai entendus de la part de M. Coy, nous savons désormais ce qu'il nous reste à faire. Nous ne répondrons plus jamais à Armor TV. Merci, M. Coy. Je ne suis pas sûr que la démocratie en sorte très grandie. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous arrivons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au terme de notre session budgétaire, et plus précisément à l'heure des explications de vote. Mais auparavant, vous l'avez dit dans votre propos d'ouverture, ce jour marque le 30e anniversaire de la loi du 2 mars 82 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il n'est pas question de minorer cette grande loi de la République votée sous le premier septennat de François Mitterrand. Cependant, la décentralisation n'a pas commencé et ne s'est pas arrêtée avec cette loi du 2 mars 1982. La décentralisation est au contraire un long mouvement de construction des libertés et responsabilités locales qui jalonne l'histoire de la République depuis plus de 2 siècles, jusqu'à l'acte 2 de la décentralisation posé par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2003. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 constitue une avancée majeure pour la décentralisation. Elle inscrit dans le marbre constitutionnel l'organisation décentralisée de la République. Elle réforme en profondeur le droit des collectivités territoriales en inscrivant pour la première fois dans la Constitution les principes d'autonomie financière et de péréquation dont profite aujourd'hui notre département à travers les fonds de péréquation des droits de mutation. Je tenais à rappeler ça, Monsieur le Président, parce que grâce au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, les départements ont été renforcés dans l'organisation décentralisée de la République. Je vais en revenir à notre session. Au terme de ces 4 jours de débat, nous ne sommes toujours pas convaincus par votre nouveau cadre budgétaire. Oui, je vous le redis, pardonnez-moi, mais vous avez fait du neuf avec du vieux, en recyclant, en regroupant et en fusionnant des politiques et des lignes de crédit précédemment dispersées dans plusieurs rapports.
Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, la durée de notre Assemblée a été à peu près la même. Il y avait 100 rapports, il y en a eu jusqu'à 120, aujourd'hui il y en a 27 ou 28. La durée a été la même. Nous serons d'ailleurs à ce sujet particulièrement vigilants sur ce sujet tout au long de cet exercice budgétaire, notamment à l'occasion des commissions permanentes, puisque beaucoup de dossiers ont été transmis à la commission permanente, ou en tous les cas seront sous la responsabilité de la commission permanente. Durant cette session, il a été beaucoup question d'emploi et de développement économique, et c'est bien normal, compte tenu de la situation de notre pays et de notre région. Vous nous avez vanté vos politiques départementales en matière d'emploi, d'accompagnement des filières économiques et d'innovation. Cela est malheureusement insuffisant pour masquer la forte dégradation de l'emploi et l'augmentation du chômage dans notre département. En janvier dernier, notre département a été le seul département breton où le nombre des demandeurs d'emploi sans aucune activité a augmenté sur un mois. À votre place, mes chers collègues, je m'interrogerai sur l'efficacité de votre politique pour l'emploi. C'est bien beau d'afficher en titre du rapport, et nous nous souscrivons tous bien sûr, agir pour l'emploi en Côte-d'Armor, alors que le nombre des demandeurs d'emploi de longue durée a progressé de 7% sur un an dans notre département. Nous sommes d'accord avec vous pour accompagner les filières économiques, mais je n'ai pas trouvé de politique spécifique pour lutter contre la désindustrialisation de notre département. Depuis 10 ans, plus de 1000 emplois industriels ont disparu dans notre département, dont plus de 400 dans l'industrie agroalimentaire. Quelle est votre politique pour stimuler véritablement la création d'entreprises? Au 3e et 4e trimestre 2011, les créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs, j'entends bien, ont reculé respectivement de 4,8 et de 5% en un an dans notre département. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Nous attendons des actes plus que des effets d'annonce sur les mérites et les effets supposés de vos politiques départementales. D'ailleurs, certains de vos arbitrages budgétaires sont en contradiction avec vos discours. Ainsi, les crédits du Fonds départemental d'intervention en faveur du commerce et de l'artisanat sont seulement maintenus pour 2012, alors que ce secteur d'activité a perdu des emplois en 2011 dans notre département. Les crédits pour les dispositifs de soutien aux entreprises sont en baisse de près d'1,5 million d'euros en 2012, alors que le nombre total des créations d'entreprises a reculé de 14% en Côte-d'Armor entre 2010 et 2011. S'agissant de la ruralité, vous voulez la promouvoir, soit, mais dans le même temps, vous décidez de supprimer l'aide du département, aux comices agricoles, qui sont le symbole de la convivialité rurale. En janvier 2011, vous nous disiez ceci, Monsieur le Président. Je vous cite. Le Conseil général soutient les comices agricoles, c'est pas vieux, c'était en janvier 2011, pour souligner l'importance de ces manifestations en termes de promotion de l'agriculture et de lieux d'échange entre l'agriculture, le monde urbain et rural. Nous partageons d'ailleurs tout à fait cette analyse. En janvier 2012, vous nous dites que les comices agricoles, ou en février du moins, s'apparentent le plus souvent à des fêtes locales et donc il ne faut plus les soutenir. Il y a un détail qui m'échappe. Que les choses soient claires, le recentrage des politiques obligatoires, ce n'est pas, à nos yeux, l'abandon de certaines politiques volontaristes que nous jugeons essentielles pour les ménages et les jeunes costarmoricains. C'est tout le sens d'ailleurs des propositions de réorientation budgétaire que nous avons faites au cours de cette session. Pour maintenir les crédits en faveur des structures d'accueil de la petite enfance, des allocations aux étudiants ou du dispositif TIPAS pour les collégiens costarmoricains. Vous voulez donner aux enfants les conditions de leur épanouissement. Parfait. Mais alors, pourquoi baisser de 255 000 € les crédits de fonctionnement des structures d'accueil en faveur de la petite enfance? De même, vous affichez l'ambition de vous mobiliser pour la jeunesse. C'est très bien. Et d'ailleurs, nous partageons cet objectif. Mais alors, pourquoi supprimer les crédits en faveur des allocations aux étudiants alors qu'elles permettent à de nombreux jeunes costarmoricains de poursuivre des études supérieures? Votre choix politique de supprimer les allocations aux étudiants est une mesure que nous n'approuvons pas lorsqu'on sait les sacrifices financiers que font certaines familles pour payer des études supérieures à leurs enfants. De même, comment comprendre votre décision de baisser de 70 000 € les crédits des aides aux apprentis? Je lis dans votre rapport, page 61, sur la jeunesse, l'insertion par l'apprentissage fonctionne et 65% des apprentis entrent directement sur le marché du travail à la fin de leur formation.
Expliquez-moi, Monsieur le Président, comment vous pouvez plébisciter l'apprentissage et, dans le même temps, réduire les crédits en faveur des jeunes apprentis costarmoricains. Au cours de cette session, Monsieur le Président, vous nous avez expliqué que le département était contraint de faire des économies à cause de cette fameuse nouvelle donne. Cette nouvelle donne est à géométrie variable. Elle ne s'applique pas, par exemple, à des dépenses qui auraient dû normalement faire l'objet d'économies en cette période dite de contraintes financières pour les départements et pour tout le monde et pour nos concitoyens. Au contraire, je constate que des dépenses complètement facultatives augmentent fortement, voire explosent, même si c'est à la marge. Les frais de publicité et de relations publiques sont en hausse de 18 000 €. Les frais de réception sont en hausse de près de 20 000 €. Non mais... Attendez, j'arrive. Le symbole en politique. J'arrive, Monsieur le Président. Non, là, ce n'est pas un symbole. Ouais, si. Les frais de colloques et de séminaires, c'est le record. Ils sont en hausse de 176 000 € entre le budget prévu de janvier 2011 et le budget 2012, soit une augmentation de plus 180%. C'est peut-être un budget sur lequel on aurait pu faire quelques économies, on vous les a proposées d'ailleurs, pour les réorienter vers d'autres politiques. Dans le même temps, les subventions d'équipement en faveur des communes et des intercommunalités sont en baisse d'1 million d'euros entre le budget prévisionnel 2011 et le budget 2012. Vous nous parlez sans cesse de maîtrise des dépenses de fonctionnement, mais on ne voit toujours pas l'ombre d'une économie dans ce secteur. Les charges à caractère général sont en augmentation de près de 2 millions d'euros au budget 2012 par rapport au budget de janvier 2011. La charge de personnel n'est pas maîtrisée, Monsieur le Président. Elle s'élève à 23% des dépenses réelles de fonctionnement dans notre département, contre 20% pour la moyenne des départements de notre strate démographique. Vous réduisez fortement l'effort d'investissement de notre collectivité, au moment où l'économie costarmoricaine est fragilisée par la crise, au moment où le chômage augmente dans notre département, au moment où les créations d'entreprises reculent fortement et au moment où les carnets de commandes des entreprises des travaux publics peinent à se remplir. Les dépenses prévisionnelles d'investissement hors dette sont ainsi passées de 125 millions d'euros en 2009 à 87 millions d'euros à ce budget 2012, soit une baisse de 38 millions d'euros des crédits prévus. Cette évolution m'inquiète, alors qu'autour de nous, d'autres conseils généraux continuent d'investir fortement pour soutenir l'emploi, les entreprises et leurs salariés dans leur département. Expliquez-moi comment vous pouvez afficher dans vos priorités d'investissement le chantier de la rocade d'agglomération Briochine et continuer de diminuer année après année les crédits prévus pour la réalisation de ce chantier prioritaire. On est passé de 11 millions d'euros de crédits prévus au budget 2009 à seulement 4,8 millions d'euros inscrits à ce budget 2012, soit 6,2 millions d'euros de crédits en moins. La presse, d'ailleurs, ce matin, se faisait l'écho de ce dossier. Dans le même temps, vous inscrivez 2 millions d'euros de crédits de paiement pour la maison du département de Lannion, qui aurait sans doute, à notre avis, été plus utile pour la poursuite du chantier prioritaire de la rocade d'agglomération Briochine. S'agissant de la situation financière de notre département, vous prétendez qu'elle s'améliore. L'encours de la dette est certes, prévu en baisse de 23 millions d'euros sur l'exercice budgétaire 2012. C'est incontestable. Cependant, l'endettement par habitant de notre département reste très supérieur à celui des départements de notre strate démographique. Vous nous indiquez que le ratio de solvabilité de notre département s'améliore nettement. Nous en prenons acte. Mais il représente encore le double de ce qu'il était en 2005. Il y a un progrès, mais nous sommes loin encore de ce que nous souhaitons les uns les autres. Si l'épargne brute tend à se redresser, le niveau prévu en 2012 reste encore loin du niveau atteint en 2006. L'épargne nette permet de financer moins de 30% de l'investissement de notre collectivité en 2012, contre plus de 50% il y a quelques années, au BP 2006 par exemple. Enfin, je persiste et je signe. Votre décision d'augmenter encore en 2012 le taux de la fiscalité départementale est malvenue en cette période de crise et de difficultés pour les ménages costarmoricains. Depuis 10 ans, les contribuables costarmoricains ont encaissé une hausse de 38% du taux d'imposition départementaux. Alors vous allez me dire, ça fait 3,8% par an. En effet, sauf que c'est tous les ans.
On peut au moins reconnaître que vous faites dans la constance. Les contraintes financières ont bon dos pour justifier cette augmentation de la pression fiscale sur nos concitoyens. Oui, les contraintes financières ont vraiment bon dos quand des départements, alors je vais en citer un quand même, un seul, le Finistère, malgré les contraintes, les dépenses obligatoires et les transferts de compétences qui s'imposent à lui, vote un budget 2012 sans augmentation des impôts départementaux, avec des dépenses d'investissement en hausse, des effectifs stables et un endettement maîtrisé. Non, Monsieur le Président, et vous l'aviez deviné, nous ne voterons pas ce budget 2012, particulièrement indigeste en effet. Alors, Madame Isabelle Nicolas, au titre du groupe de la Gauche Unie, nous vous écoutons. Monsieur le Président, chers collègues, nous arrivons donc au terme de cette session consacrée à l'examen de notre budget. Et j'ai écouté avec attention Christian Coy qui nous a rappelé combien ce budget était un beau budget, un budget innovant, ambitieux, responsable. C'est un travail de longue haleine, le travail de construction de ce budget. Et ce travail aboutit aujourd'hui à des débats riches, passionnés. 4 jours qui sont l'occasion d'affirmer nos orientations, nos choix politiques et qui a suscité un vrai débat démographique. Alors certains rejettent cette nouvelle présentation, mais on a pu constater qu'elle n'a pas été un frein à la discussion, loin de là, et qu'elle a suscité de nombreux échanges de qualité. Ce débat, Monsieur le Président, vous le souhaitez à chaque session. Il permet à chacun d'exprimer son opinion, ses points de vue sur l'action départementale comme sur la politique nationale. Nous pensons qu'il est important que l'ensemble des costarmoricains connaissent les tenants et les aboutissants de nos engagements, les fondements de nos politiques. À ce titre, la diffusion de nos travaux sur le site Internet ainsi que le partenariat avec Armor TV permettent une large information de nos concitoyens. La démocratie, l'information des citoyens, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui se retrouve dans une plus large ouverture au public de l'hôtel du département. L'usager de notre service public départemental doit pouvoir accéder facilement aux services que nous lui proposons. La mise en œuvre sur codedarmor.fr de la plateforme de e-administration fait entrer le service public départemental dans une nouvelle ère. Les demandes d'allocation d'étudiants, par exemple, le transport scolaire sont déjà disponibles et nous sommes impatients de voir d'autres services en ligne. Cependant, le service public départemental passe aussi et surtout par nos agents, notre organisation décentralisée au travers des maisons du département. Ces MDD ont fait l'objet de nombreux débats au cours de cette semaine. Et si vous continuez, vous l'opposition, à stigmatiser leurs coûts, nous avons mis en avant leur utilité et leur apport pour un service public départemental de proximité et de qualité où l'humain prend toute sa place. Et vraiment, Monsieur Cadec, de mettre en balance la rocade et le service public et la construction de la MDD de Lannion, je trouve ça particulièrement choquant. Je vous invite, alors je vous invite beaucoup, parce que je vous avais déjà invité dernièrement à venir, peut-être pas trop, non, il ne faut pas trop, mais je vous invite à venir à Lannion, de voir les conditions de travail dans lesquelles aujourd'hui travaillent nos fonctionnaires territoriaux, de voir aussi quelles vont être vraiment les améliorations qui seront données par cette construction de la maison du département à Lannion, et je suis certaine que votre opinion changera là-dessus. Alors, les fondements de notre action, c'est quoi? C'est l'emploi, la cohésion sociale. L'emploi est la première des préoccupations des Français. Hausse du chômage, précarité croissante, pouvoir d'achat qui stagne, incertitude sur l'avenir industriel de notre pays. Dans ces conditions, ce contexte morose, il faut mettre tout en œuvre pour que les Français puissent retrouver confiance, mais surtout retrouver un emploi pour ceux qui l'ont perdu et le conserver pour ceux qui en ont un. Pour cela, la mobilisation de tous, État, collectivités, entreprises, est indispensable. Le président de la République avait dit, rappelez-vous, un président qui verrait un chômage à 10% devra en tirer les conséquences. Alors, je crois que par là, il reconnaissait bien
que c'est le gouvernement qui a la responsabilité des politiques de l'emploi. N'inversons pas les rôles. N'inversons pas les rôles. Alors nous aujourd'hui, nous avons des interventions et une action qui sont moteurs de la solidarité sur notre territoire. Et nous avons toujours cette volonté affirmée de répondre à cette nécessité de solidarité. C'est le cas, par exemple, avec nos équipes d'emploi qui accompagnent vers et dans l'emploi des allocataires du RSA socle. Le retour et le maintien dans l'emploi sont des priorités pour nous, même si ça n'est pas de notre compétence, c'est dans nos priorités, car c'est l'exercice d'une activité, professionnelle est bien le corollaire d'un mieux-être et d'une vie sociale active. L'emploi et l'activité économique auront été au cœur de nos débats durant cette session. Nous aurons tous noté l'engagement important du Conseil général. L'engagement important du Conseil général dans l'un apporte et contribue à l'essor de l'autre et inversement. Monsieur le Président, nous avons retenu votre expression quand vous parliez des investissements publics comme devant avoir un effet starter. Notre action départementale a bien un effet starter. Au travers de nos aides, de nos accompagnements, de nos investissements et de nos infrastructures, nous contribuons au développement de notre territoire. Le développement d'un territoire se fait aussi dans sa capacité à maintenir une cohésion sociale entre tous ses habitants. Nous nous y impliquons. Notre intervention permet aux enfants et familles d'avoir un soutien qui leur permet de ne pas décrocher de la société quand ils rencontrent des difficultés. L'action départementale dans le cadre du CDEF est à ce titre exemplaire. Intervention dans les domaines de l'enfance et de la famille, mais également en direction des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Nous avons eu d'ailleurs des débats passionnés et passionnants sur le sujet. Concernant les établissements et les services d'aide à domicile, nous sommes convaincus que le chemin de la mutualisation est le bon. Il doit permettre d'assurer la viabilité des services, offrir une meilleure qualité dans les prestations, notamment en renforçant la professionnalisation des personnels. Et je crois que sur ce sujet, l'opposition et la majorité ne sont pas loin du consensus. C'est une bonne chose pour notre département. Concernant l'éducation et la jeunesse, vous nous proposez, Monsieur le Président, un grand débat sur la jeunesse. Un débat où nous donnerons à cette jeunesse la parole pour co-construire avec eux les politiques que nous mettrons en œuvre demain. La jeunesse, c'est d'abord l'éducation. L'éducation qui est une priorité pour notre majorité. Dans ce domaine, notre politique départementale entre parfois en contradiction avec la politique gouvernementale. Quand nous accompagnons les jeunes, quand nous investissons dans les collèges avec le PPIC, dans la réussite éducative de nos enfants, le gouvernement réduit les moyens et supprime près de 80 000 postes d'enseignants. J'écoutais hier à la radio le candidat UMP à l'élection présidentielle. Comme nous, ce candidat constate et s'indigne et dénonce le manque d'adultes dans les établissements scolaires. La faute à qui? Comme nous, il prône l'abandon du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans l'enseignement. Qui était responsable de ce non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans l'enseignement? Comme nous, il exprime son indignation de voir des classes surchargées et les difficultés que cela entraîne chez les élèves. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop. Il nous explique que quand même, des classes de 30-35, ça n'est pas la même chose partout, que ça n'est pas pareil au lycée Henri IV avec des enfants qui n'ont pas de problème, qui sont faits pour les études. Et oui, les enfants du lycée Henri IV sont faits pour les études, ils passeront les grands concours, feront les préparations. Alors, moi, je ne sais pas si nos jeunes costarmoricains sont faits pour les études. En tout cas, à l'allure où le gouvernement supprime les postes, je ne suis pas sûre qu'ils aient encore des enseignants bientôt pour leur faire classe. À ce titre, le vœu voté mardi et dénonçant cette suppression de postes dans l'éducation nationale est pour nous, en tout cas, un signe fort envoyé à ces jeunes costarmoricains, envoyé à la communauté éducative, envoyé aux parents, aux élus. Les deux groupes politiques de notre Assemblée départementale ont choisi des votes différents sur ce vœu. Nous regrettons vraiment ce choix politique de l'opposition. Avec le refus d'augmenter les impôts, c'est d'ailleurs peut-être l'un des rares faits politiques du groupe CDR auquel nous avons assisté au cours de ces 4 jours. Pourtant, M. Cadec, dans votre discours d'ouverture, vous nous aviez fait des promesses.
J'ai proposé à mes collègues qu'au cours de cette session, nous vous proposions des réaffectations de crédits correspondant à quelques-unes de nos priorités politiques. Tels étaient vos propos. Alors, tout à l'heure, oui, vous en avez fait, mais nous avons quand même été déçus pendant ces 4 jours. Vos propositions sont, M. Coy l'a dit, au nombre de 11, et parfois, elles se contredisent avec vos interventions. Par exemple, il y a 2 ans, vous étiez indignés quand nous suspendions notre politique patrimoine, et aujourd'hui, vous refusez l'acquisition de l'abbaye de Bonrepos. Et puis, la rengaine sur le Sud, complainte bien connue, qui voudrait distiller l'idée d'un Sud du département qui serait délaissé, oublié des politiques du Conseil général, qui tendra à faire croire qu'il y aurait 2 poids et 2 mesures dans l'action du département, selon que l'on soit au nord ou au sud du département. Pas vous, M. Cadec, certains, là, sur les bancs à ma gauche. Ces affirmations n'honorent pas leurs auteurs et sont, je crois, rejetées en bloc. D'une part, parce qu'elles tendent à diviser le territoire costarmoricain et leurs habitants, à rejeter aussi et surtout parce qu'elles sont issues de l'imaginaire de certains de nos collègues et sont contredites par les faits. La base nautique de Guerlédan, c'est où? Ça ne serait pas au sud de notre département? L'abbaye de Bonrepos, c'est où? La MDD de Loudéac, c'est Saint-Brieuc? Je veux dire à tous que nous ne comprenons pas cette attitude. On réclame toujours pour le Sud. Lorsque nous proposons des investissements importants pour la vie de ces territoires, un développement touristique, culturel, des services publics de qualité, ces investissements sont refusés. C'est incompréhensible. Ces choix démontreraient-ils une envie de pouvoir continuer à se poser en victime? Nous le réaffirmons avec force. Le Conseil général, à travers ses agents, ses MDD, ses collèges, plus globalement son service public, est présent sur l'ensemble des Côtes-d'Armor. Il n'y a pas un canton oublié, pas un territoire délaissé par l'action politique de notre majorité départementale. Que l'on soit à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord, que l'on vive en ville ou en campagne, que l'on étudie dans un collège de 200 ou de 800 élèves, l'implication du Conseil général est la même pour tous. Cette présence sur tout le territoire, nous continuerons à le mettre en œuvre, car c'est l'engagement que nous avons pris devant tous les costarmoricains. À ce sujet, d'ailleurs, je voudrais dénoncer l'attitude d'un parlementaire du sud du département qui fait venir aujourd'hui un ministre pour faire sa campagne au travers de l'inauguration d'un hôpital dont les locaux ne sont même pas encore occupés. Un jour où nous posons l'acte majeur de notre collectivité, le vote de notre budget. Aurait-il oublié qu'il est aussi conseiller général? Alors, au cours de cette session, nous avons poursuivi notre réflexion sur la ruralité. 6 rencontres citoyennes qui débuteront lundi prochain jusqu'au 15 mars et qui seront l'occasion de prolonger cette réflexion et d'échanger avec les costarmoricains. Visionnage du film, ainsi qu'un débat en session qui a été constructif. Chacun d'entre nous a pu s'approprier cette question d'intérêt départemental. Vous insistez beaucoup, Monsieur le Président, sur l'intérêt départemental, mais il est aussi vraiment là sur la ruralité. Et je tiens à saluer les propos de notre collègue Jean-Pierre Legout, qui, au cours de son intervention, a évoqué une ruralité moderne. Oui, nous pensons que notre ruralité est moderne, il faut aller de l'avant et considérer que cette ruralité est une richesse qui peut apporter encore davantage aux Côtes-d'Armor et à ses habitants. S'interroger sur ce qu'elle est, ses atouts, ses faiblesses, ses contours, son avenir. Et au fond, c'est quoi? C'est s'interroger sur l'avenir de notre département des Côtes-d'Armor. Alors le département Côtes-d'Armor, territoire rural, mais aussi territoire numérique, nous l'affirmons sans complexe, nous réalisons un travail de qualité, tant dans la partie déploiement de la fibre optique que dans la résorption des zones blanches avec le WiMAX et le satellitaire. Nous n'osons imaginer quelle serait la couverture numérique des Côtes-d'Armor sans l'investissement du Conseil général. Fallait-il attendre l'arrivée peu probable des opérateurs privés? Nous avons fait le choix de mener une politique volontariste qui porte aujourd'hui ses fruits. Le schéma territorial d'aménagement numérique doit nous permettre de faire un pas supplémentaire dans l'accessibilité des costarmoricains au très haut débit. Si le partenariat financier reste à élaborer et si là encore l'État peine à assumer son rôle, nous sommes déterminés à agir. Alors, cela a été rappelé tout au long de notre session, nous sommes devant une nouvelle donne.
Le monde a changé, Monsieur Cadec. Oui, oui, nous en sommes tout à fait conscients, n'en ayez crainte. Il continuera de changer. Mais contrairement à vous, nous croyons qu'il peut encore évoluer pour aller vers plus de justice, plus de progrès social et un respect plus grand de l'environnement. C'est ce projet de société que nous voulons continuer à mettre en œuvre en Côte d'Armor. L'avenir de notre département se construit, mais nous devons conserver son esprit solidaire, son ouverture sur le monde et la volonté des costarmoricains de vivre ensemble. Notre action départementale se situe dans le cadre d'une nouvelle donne. Celle-ci exige de nous que nous soyons encore plus proches et plus solidaires des costarmoricains, que nos partenariats soient davantage renforcés et que notre action soit le reflet de nos valeurs et de nos idéaux. Monsieur le Président, en nous proposant de construire le nouveau département, vous ne nous proposez pas, non, de faire du neuf avec du vieux, mais de placer notre action dans un cadre rénové, celui de l'intérêt départemental. Monsieur le Président, c'est tout simplement parce que nous sommes convaincus que cette ambition et ce projet serviront l'intérêt de tous les costarmoricains, que nous tous, membres du groupe de la gauche unie, nous voterons ce budget 2012. Je vous remercie. Bien, merci Madame Nicolas. Après l'intervention des deux groupes qui composent notre Assemblée sur les conclusions de ce budget 2012. Vous me permettrez, avant que nous passions au vote solennel, de dire quelques mots. Moi, j'aime bien cette phrase d'Albert Camus. Dans une démocratie, la responsabilité d'abord de la majorité, c'est de préserver les libertés de son opposition. Je pense que cette phrase, elle doit être en vigueur dans toutes nos assemblées de France, quelles qu'elles soient. Et la démocratie, c'est effectivement la confrontation des points de vue, le respect de chacun dans ses sensibilités, dans son histoire, dans ses convictions et dans ses valeurs. Il peut y avoir de la vivacité dans les propos à partir du moment où on ne dépasse pas la ligne jaune. Alors, à chacun son style. Nous ne sommes pas clonés. Nous avons une personnalité, colérique pour certains, plus placide pour d'autres. Moi, j'ai la mienne. Je dis les choses avec franchise, parfois avec humour et un peu d'ironie, mais ça permet aussi de se dire les choses. Donc je vais l'utiliser un peu ce matin pour répondre au leader du groupe de l'opposition, Alain Cadec, et j'espère qu'il ne va pas se fâcher sur ce que je vais dire, car ce n'est pas l'objectif, bien entendu. D'abord, Monsieur Cadec, je suis un peu déçu. Lorsque je ne suis pas allé chez le président de la République pour la conférence des finances publiques, vous aviez dit « Monsieur le président du Conseil général et de l'ADF, c'est pas bien ». Là, j'y suis allé et vous ne m'avez même pas félicité. Déception, incontestablement. Et j'aurais pu attendre de vous que vous disiez, le président, même tardivement, invite les collectivités territoriales et leurs représentants dans un contexte... D'ailleurs, je me demande s'il n'avait pas exprimé le même thème que moi de nouvelle donne. Vous voyez, deux présidents différents qui, à des niveaux différents, avaient une analyse qui pouvait être convergente sur la situation de fait créée au niveau de l'Europe et de notre pays, voire de nos collectivités territoriales. Je voudrais vous dire que ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec le financement de certaines télévisions en France ou à leur ligne éditoriale que quand je suis invité à m'exprimer, je vais m'en priver. Ce n'est pas parce qu'on décide de ne pas financer le sport professionnel et qu'on est invité à un match de football, si on aime ça, qu'on ne va pas y aller. Ce n'est pas parce qu'on a dit nous ne sommes pas d'accord sur le financement d'un stade ou d'un grand équipement sportif et culturel qu'une fois qu'il est financé par la collectivité et que nous sommes invités, on ne va pas y aller. Donc, là-dessus, je crois qu'il faut avoir de la mesure
Et moi, je vous le dis, Monsieur Cadec, je vous demande, quand Armor Télévision vous invite à y aller et à vous exprimer, je pense que c'est la démocratie. Parce que Côte d'Armor, ce n'est pas la télévision du Conseil général. Nous avons, comme d'autres collectivités, un contrat d'objectifs et de moyens. Sa ligne éditoriale est totalement libre. On ne demande pas d'ailleurs de faire l'apologie de la politique du Conseil général, c'est de relater la vie politique, économique et sociale de notre département. C'est l'objectif que doit assumer cette télévision. Sinon, on aurait notre propre politique d'une télévision publique costarmoricaine. Et ce n'est pas le choix que nous avons fait. C'est une entreprise qui porte cette télévision. Il y a le contrat d'objectifs et de moyens dans un partenariat à partir du moment où on finance à hauteur pratiquement de 300 000 €, comme d'autres collectivités le font ici même en Bretagne, soit dans le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, voire au niveau de la région de Bretagne. Alors peut-être que M. Guénaud fait-il des émules. Vous avez vu ce qui s'est passé dans une confrontation qu'il a eue avec Jérôme Guedj, le président du Conseil général de l'Essonne, où il s'est un peu emporté. Est-ce lié au contexte du moment? Je peux comprendre que nos nerfs soient à vif. Il y a une confrontation politique, des chahuts parfois, ici ou là, d'autres qui subissent ce qu'on appelle une petite attaque avec l'enfarinage. Bon, c'est le lot de toute élection présidentielle, et ça peut arriver aux uns et aux autres, et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'il y ait cette confrontation politique dans une élection bien comprise. Et d'ailleurs, Isabelle Nicolas, tout à l'heure, a parlé de style, en disant pourquoi organiser une inauguration le matin même du vote du budget, qui est l'acte majeur politiquement d'une assemblée, mais je note que dans le groupe de l'opposition, il y a deux styles différents. Il y a Alain Cadec qui invite le ministre l'après-midi après nos travaux. Quelle élégance! Et il y a un autre député de la même majorité qui fait un autre choix, à un moment où, effectivement, nous sommes en session, mais ça fait partie de la vie politique locale et il ne faut pas non plus trop, à mon point de vue, s'en formaliser, sauf, Madame Nicolas, vous avez raison, sur les principes, qui sont extrêmement importants dans notre République. Alors, j'en viens maintenant au budget et sur la partie, je veux dire, critique. La nouvelle donne, elle est celle d'aujourd'hui. Mais cela a été exprimé aussi par Christian Coy, et il a raison. Bon, vous êtes dans votre rôle quand vous dites les bons choix politiques du président et de la majorité. Si la démocratie amène à changer de majorité au niveau national, c'est vrai qu'on vous écoutera l'année prochaine critiquer les choix de la politique du nouveau président et du nouveau gouvernement. Moi, je ne dis pas que les jeux soient faits. Nous verrons, car ce sont les Françaises et les Français qui décideront. Et nous respecterons le choix que la majorité dégagera. Et je sais que vous le ferez aussi parce que nous sommes profondément républicains au sein de cette Assemblée départementale, et c'est tant mieux. Mais la nouvelle donne, c'est aussi le contexte financier, et j'y reviendrai dans quelques instants. Faire une approche de la ruralité, dont j'ai pu encore observer ces dernières heures que des élus en avaient beaucoup parlé dans la presse. François Hollande, d'une part, et d'autres candidats, dont votre président, d'autre part. Donc ça veut dire qu'on est bien dans le temps et dans l'actualité quand on engage une réflexion. Mais dire que la ruralité, ce n'est pas ce que vous avez dit, même si vous avez choisi un symbole, ne se résumerait qu'aux comices agricoles, ce n'est pas tout à fait la conception que nous avons de la ruralité, j'en suis sûr. C'est une autre conception que nous avons sur un style de vie en société, une organisation sociale de nos territoires, et nous aurons là aussi l'opportunité d'y revenir. Manier les concepts d'augmentation à partir des pourcentages. Moi, je me méfie toujours de ça. Parce que quand on fait 180% de 100, ce n'est pas 180% de 10 millions.
Et quand on fait 1% de 10 millions, ça n'a rien à voir avec un autre pourcentage sur des plus petites sommes. Donc il y a les pourcentages, ils peuvent être identiques, mais sur des sommes beaucoup plus énormes. Alors oui, on peut dire comme ça, dans un propos politique, ça a augmenté de 180%. Mais de quoi parlons-nous? À côté de ça, on ne va même pas dire que quelque chose augmente de 2%, et en termes de volume, c'est beaucoup plus conséquent que l'annonce du pourcentage lui-même. Donc je crois qu'il faut là aussi éviter des effets d'annonce, mais ça fait partie du jeu politique. Ce n'est pas forcément ce que les Français préfèrent, mais cela existe aussi, même si nous le combattons. Je ne vais pas m'étendre sur le choix entre rocade et MDD. On a entendu parfois des choix entre telle ou telle chose. Les choses sont énoncées, les choix sont faits et les choses, là aussi, sont tranchées. Maintenant, j'en viens au vote du budget. Moi, je l'ai toujours dit, je suis constant. Il y a deux oppositions. Il y a une opposition et une majorité. Les choix budgétaires et politiques ne sont pas les mêmes. C'est bien la preuve qu'il y a des cohérences par rapport aux convictions, aux sensibilités et aux choix qui sont opérés. Et moi, je savais, M. Cadec et les membres de votre groupe, qu'à partir du moment où vous ne votiez pas les recettes, je ne voyais pas en quoi vous auriez voté les dépenses, sauf à faire une différence entre dépenses et recettes pour ne pas voter le budget au final. Donc vous êtes là aussi dans votre cohérence que je ne partage pas, bien entendu, sur le plan budgétaire. Et je vais maintenant parler du budget avec l'approche positive pour conclure mon propos. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes, mes chers collègues, le 2 mars. Il y a 30 ans, pile poil aujourd'hui, paraissait la grande loi de décentralisation. Vous l'avez dit. C'est aujourd'hui du patrimoine de la République, mais ça a été mis en œuvre par un gouvernement de gauche, Pierre Mauroy, Gaston Defferre, sur cette décentralisation qui aura beaucoup apporté à notre pays et dont je suis convaincu, pour ma part, que lorsque l'histoire sera écrite dans des dizaines d'années, elle sera considérée comme une des grandes lois de la République française et, pour la gauche, des grandes lois et des grandes réformes qu'elle aura portées au même titre que les congés payés et autres. Même si aujourd'hui les 35 heures sont fustigées, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette idée, quelque part, en temps de chômage, qu'il faudra bien qu'on soit dans une répartition équitable du travail si l'on veut qu'on puisse diminuer le chômage dans notre pays. Et je suis sûr que ce mouvement historique de la diminution du travail, vous verrez que ce débat restera incontestablement d'actualité pour aujourd'hui et pour les années qui viennent. Ça m'amène à vous présenter 3 slides qui sont extrêmement intéressants, ou si, au lieu de parler anglais, je vais parler français, des transparents. Regardez cette courbe, puisque nous fêtons les 30 ans de la décentralisation. La courbe en haut, c'est l'évolution de l'endettement des collectivités territoriales depuis 1983, celle qui est en bleu-noir. Vous voyez qu'elle n'a pratiquement pas bougé en l'espace de 30 ans. Elle est même positive, et là, écoutez, moi je vais vous dire les choses, très bien, 97-2002, ben oui, c'était Lionel Jospin qui dirigeait le gouvernement de la France, et c'est là qu'on a eu une période économique qui n'était pas de ce seul fait, mais bien sûr aussi une conjonction des choix, et qui ont permis aux finances des collectivités, on l'a bien vu, avec un désendettement qui avait été opéré. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il a été fait à cette époque-là pour les Côtes-d'Armor, parce que ça nous a permis de résister ensuite. Et la courbe rouge, c'est la courbe de l'État, avec là aussi, on le voit dans les années 90 au début, remonte dans les années 2000, pour replonger dans les années 2003-2004, puis de nouveau une hausse en 2006, et là, atteindre un étiage extrêmement bas au cours de ces années 2008, 2009, 2010. Deuxième transparent, ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution de la part relative de la dette depuis 1995 par secteur. Vous avez le gros paquet bleu, c'est l'État et les ODAC, c'est-à-dire les organisations déconcentrées qui gèrent un certain nombre de politiques nationales comme le GNASEA ou autres, les ARS. Ensuite, vous avez l'ASSO, c'est la sécurité sociale.
Hein, on voit bien l'évolution de son endettement, à partir de 2002 surtout, là il y a un profond changement. Et puis vous avez les APUL. Eh bien les APUL, c'est les collectivités territoriales. Et vous voyez bien que le stock jaune par rapport aux autres, la grande pente qui permettrait de comparer cela à la montée vers le Tourmalet, eh bien aujourd'hui montre que l'état des collectivités est plutôt bien géré. Ce qui m'amène à dire, et je le disais à la presse il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui ce qu'il faut, il y a un certain nombre de compétences que l'État ne fait pas bien, mais il faut les transférer aux collectivités territoriales, puisque nous apportons la preuve de bonne gestion. Ça ne veut pas dire que je sois pour le moins d'État. Nous sommes pour le mieux d'État, concentré dans ces politiques régaliennes, refondé dans ces politiques publiques nationales, mais ces courbes, et en plus, ce n'est pas des coupes des Côtes d'Armor, puisque c'est la DGCL, l'INSEE et le ministère des Finances à Bercy. Et puis le troisième, qui est aussi intéressant, c'est la courbe de l'évolution de dépenses des départements. Vous l'avez en rouge s'il n'y avait pas eu les réformes et les lois. Et vous avez la bleue, et vous avez au moment où nous prenons des responsabilités. Regardez les années 80. La courbe monte en matière de dépenses des départements. Pourquoi? Nous prenons les collèges. Vous saviez dans quel état ils étaient sur le plan patrimonial. Vous savez ce que nous en avons fait aujourd'hui. Et puis, vous avez ainsi les courbes. Vous avez le RMI qui intervient en 99-2000, dont nous prenons la responsabilité. Les choses se tassent, puis hop, au début des années 2000, l'APA, gouvernement Jospin, le RMI, parce que le RMI dont je parle au début, on n'a que l'insertion, et la deuxième courbe en bleu tout là-haut, c'est le RMI avec les allocations que nous finançons, loi de 2004. Et puis vous avez la loi sur la PCH, hein, et puis la loi de responsabilité locale de Jean-Pierre Raffarin en 2004. Ça montre bien que si nous étions restés à nos compétences du début, la courbe rouge est assez étale, alors que la bleue a cette situation liée aux lois. Je crois que ces trois transparents sont bien assez exemplaires et illustrent la situation de la nouvelle donne financière à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, que nous subissons d'une part, mais dans laquelle nous agissons d'autre part. Ça m'amène à vous dire que ce projet de budget, c'est un projet pas simplement financier, c'est un budget qui rassemble. C'est un budget qui rassemble les costarmoricains autour d'un projet politique partagé que nous portons pour l'ensemble de nos départements, pour que les costarmoricains soient fiers de leur département. Et c'est aussi l'objectif de notre Assemblée départementale. C'est un budget qui donne du sens à l'action politique publique et à nos choix dans une période de crise de confiance. Nous en avons parlé tout au long de ces heures et de ces journées. C'est un budget pour l'économie, pour l'emploi et la cohésion sociale. Je ne vais pas refaire la démonstration qui a été faite tout au long de ces journées. C'est un budget pour les investissements du futur, pour la création, pour répondre à l'enjeu de la mobilité. La mobilité, c'est la communication, le transport des hommes et des marchandises. C'est un des grands défis de ce siècle qui s'annonce et des temps nouveaux. Donc nous sommes, nous aussi, pas seuls, avec l'État, avec l'Europe, avec les autres, les acteurs économiques, pour essayer de répondre à tout cela, y compris sur notre territoire costarmoricain. C'est un budget des engagements tenus. Travail sur l'économie départementale. La session, elle a été faite après des auditions. Ce n'est pas pour autant qu'il faille s'arrêter. C'est un temps de l'action publique. Engagement sur la jeunesse. Christian Provost a fait son rapport, va y travailler tout au long de l'année et ça débouchera sur une réflexion pour l'année 2013. Engagement sur la ruralité. Et puis des engagements pour demain. 30 ans de décentralisation, je proposerai que nous ayons un moment de bilan de la démocratie, de la décentralisation, d'essayer là aussi d'apporter notre contribution sur notre conception du futur, parce qu'il y a la chance que nous avons encore aujourd'hui des acteurs qui ont été avant la décentralisation et qui peuvent témoigner, mais pas simplement que des acteurs politiques, des acteurs économiques, des représentants de la vie sociale, qui diront comment était l'Assemblée départementale avant 1982, n'est-ce pas Charles Josselin, vous qui en présidiez depuis 1976, ça n'a rien à voir. Celles et ceux qui l'ont voté
à l'Assemblée, celles et ceux qui l'ont combattu à l'Assemblée nationale, ça nous intéressera, et puis on en verra l'évolution, le cheminement, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour les années qui viennent. La session se tiendra aussi sur, n'est-ce pas, Jean-Jacques Bizien, Paul Kéméré, Isabelle Nicolas, sur le logement et l'habitat, parce qu'on sait que c'est véritablement un enjeu majeur. Et puis, je vous proposerai un troisième chantier, je l'ai énoncé, le chantier de la mobilité, qui nous renvoie au numérique, au transport et aux grandes infrastructures pour notre département des Côtes-d'Armor. Donc, un budget pour l'avenir de notre département. C'est tout cela que nous retrouvons dans ces 588 millions de recettes et de dépenses que nous allons voter immédiatement dans un vote solennel et qui clôture les travaux des débats sur le budget primitif de l'année 2012. Mes chers collègues, que celles et ceux qui votent le budget du département des Côtes-d'Armor pour l'année 2012 le manifestent en levant la main. Très bien. Opposition, vote contre. Le groupe de l'opposition et avec les mandats que vous avez les uns et les autres, bien entendu, et que nous prenons en compte. Mes chers collègues, le budget du département des Côtes-d'Armor de son Conseil général est voté à la majorité politique de ses membres, et notamment de la gauche unie, où il y a les trois grandes sensibilités que sont les socialistes et les républicains, les représentants du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts. C'était une première pour notre majorité nouvelle, je le signale. C'est le premier budget du mandat qui s'ouvre pour les nouveaux et les nouvelles qui y ont participé. J'espère que vous y avez pris de l'intérêt très sûrement. Du plaisir, il le faut aussi, et je crois que ça a été un grand moment politique pour notre Assemblée. Nous aurons l'opportunité de nous retrouver. Alors, il n'y aura pas de commission permanente pour le mois de mars, puisque ce serait lundi prochain. C'est reporté au premier lundi d'avril, et puis les décisions modificatives sont inscrites. Je ne doute pas que les uns les autres, nous allons participer à notre niveau et en fonction de nos responsabilités à ce grand débat national sur les élections présidentielles et législatives. D'ailleurs, nous nous retrouverons en DM entre les deux échéances, très certainement. Donc un contexte qui sera encore un peu chaud, mais c'est tout à fait logique. Et puis après, il sera temps de partir en vacances, même si l'état de la France nous préoccupe très sérieusement, et nous le savons bien les uns et les autres.